Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Un magazine dans le cadre, bien sûr, de la campagne référendaire, puisque le référendum du 4 octobre, c'est dans 9 jours maintenant. Et notre invité ce midi, c'est Louis Mapou pour les indépendantistes. Louis Mapou, bonjour. Bonjour Elisabeth Noir. Merci d'accepter notre invitation. Vous êtes, je le rappelle, le chef du groupe Uni au congrès de la Nouvelle-Calédonie. Première question, comment se passe votre campagne? Quelle est l'ambiance? Est-ce que vous sentez les gens motivés pour ce scrutin? Ah oui, une campagne pour laquelle on a une grosse satisfaction à 8 jours du scrutin, parce que, à la différence de 2018, c'est une campagne qui, pour le oui, qui est largement appropriée. C'est-à-dire, ce sont les militants eux-mêmes qui font campagne, ce sont les plus que militants les eux-mêmes, élus. les initiatives surgissent de toutes parts. On a les universitaires, comme vous savez, qui s'en saisissent. On a des débats citoyens avec un public qu'on ne connaissait pas jusque-là. On a beaucoup de discussions qui sont qui sont organisées avec des milieux qu'on n'avait pas l'habitude de côtoyer. On a une grosse mobilisation populaire. Et j'ai envie de dire qu'on est surpris que cette question-là soit appropriée par le peuple lui-même. Vous-même, vous faites campagne l'Uni avec les autres composantes du FLNKS, ou est-ce que c'est un peu chacun pour soi? Non, largement. Il y a vraiment une unité de... Oui, nos campagnes se font ensemble, sous la responsabilité à la fois de l'équipe de la campagne nationale qui est dirigée par Michael Forest de l'Union calédonienne et Wassisi Koni de l'Uni. Et au niveau local, ce sont les CNC, comme vous le savez, qui pilotent la campagne. Et nous avons des meetings qui sont organisés en raison d'un grand meeting par commune. Et dans ces meetings, ce sont les responsables. Moi d'ailleurs, ce soir, je suis à La Foi avec Rocco Amitan et les autres responsables du mouvement du FLNKS. D'autres sont aujourd'hui, ce matin à 10h, à Kouawa. Hier, tous les CNC du Nord étaient à Poimbo, Balani. Ensemble, tout le monde ensemble. Pour la fête de la citoyenneté. Voilà. Et donc, on a une organisation qui est nettement, j'ai envie de dire, qui entraîne une mobilisation supérieure à celle que nous avons eue en 2018. C'est indéniable. Alors pourquoi, dans ce contexte, l'Uni a publié son propre projet? On avait vu le projet du FLNKS il y a 2 ans. Cette année, le projet rénové du FLNKS. Et là, on découvre votre brochure publiée par l'Uni pour le oui. Pourquoi est-ce que vous avez éprouvé le besoin de sortir vos propres textes de campagne? C'est une contribution. Nous sommes parmi les 2 groupes qui sommes habilités à faire campagne en faveur de oui, avec nos camarades du nouveau mouvement qui vient d'être créé. Le MNSK. Voilà. Et donc, le Parti travailliste qui est habilité. Et donc nous avons tenu à penser qu'il était nécessaire de faire cette petite brochure, parce que les brochures que nous avions jusque-là ne mettez pas en exergue suffisamment l'idée que c'est un cheminement que nous proposons à la Nouvelle-Calédonie au-delà du 5, et de bien préciser à l'intérieur de ces cheminements quels sont les grands axes du travail que nous devons fournir durant la période de transition, et quelles sont les grandes questions que nous proposons à la population de traiter en provision de la proclamation de l'indépendance qui est prévue pour ce qui nous concerne, puisque nous n'avons pas pu discuter avec l'État jusque-là, mais que nous proposons de le faire aux environs de 2023. Alors, vous aviez protesté avant le lancement de la campagne, vous aviez protesté contre l'utilisation du drapeau tricolore par les loyalistes pendant la campagne officielle. Vous aviez même formé un recours auprès du Conseil d'État. Bon, vous avez été débouté. Finalement, est-ce que ça vous gêne, cette utilisation du drapeau tricolore dans la campagne? Est-ce que c'est un handicap pour vous? J'attends toujours la décision finale du Conseil d'État. C'est en référé, oui, c'est le référé qui l'a débouté. Mais le résultat du jugement n'est pas encore tombé. Je ne sais pas s'il va tomber. Je constate que l'utilisation du drapeau de la République française est faite de manière très sombre. Et j'ai envie de dire que finalement, tout le monde en convient que nous avions raison de dire que l'utilisation du drapeau ne pouvait pas être exaltée, comme certains voulaient en faire. Il est présent quand même, il est dans les spots, il est sur les documents de campagne quand même. Oui, mais je trouve que ceux qui portent les couleurs de la République, comme ils le laissent entendre, sont frileux sur ce sujet. En tout cas... Vous le regrettez? Vous aimeriez qu'ils mettent du bleu, blanc, rouge davantage? Il faut assumer jusqu'au bout ses choix.
ou ses positions. Hein. Donc je constate que c'est pas le cas. Ce que je note par ailleurs, c'est que dans la bataille des drapeaux, si on devait utiliser un terme comme celui-là, le drapeau bleu blanc rouge a du mal par rapport au drapeau qui est le nôtre. On en voit plus là aussi qu'il y a 2 ans, non? C'est pas votre impression? Mais c'est énorme. Mais c'est aussi. Non, mais on voit plus de drapeaux bleu blanc rouge aussi qu'il y a 2 ans. Non, mais bien sûr, puisqu'il n'y en avait pas. Hein, donc forcément, vous partez de loin, mais pour ceux qui nous concernent, non, on est loin devant. Alors, concernant ce problème de l'utilisation du drapeau tricolore, vous aviez dénoncé la partialité de l'État. Est-ce que c'est toujours votre position aujourd'hui? Je maintiens cette position plus que jamais, et parce que l'État n'a pas participé du tout aux travaux que nous avions pensés réaliser ensemble. C'est-à-dire discussion bilatérale? Discussion bilatérale, parce que c'est le minimum. Hein, vous comprenez que nous aurions peut-être eu beaucoup plus de précision sur les intentions de l'État, dans le cas de oui. Hein, mais l'État a décidé de jouer la neutralité jusqu'au bout. Je constate que... Alors, neutralité ou parti pris? La neutralité, mais c'est pour la neutralité en la circonstance, lorsque vous décidez de pondre le même papier que vous nous avez pondu le 18 octobre 2018, je ne peux pas considérer que c'est une neutralité qui n'est pas active. Hein, donc c'est ce qu'on dit. Il y a un parti pris. Il y a un autre parti pris qui est celui du drapeau. Hein, et donc on verra en bout. Mais ce que nous disons simplement, c'est que on est observé. Et quand on change les règles, hein, comme on l'a fait, il est tout à fait normal, naturel pour des responsables que nous sommes de nous interroger sur la partialité et puis surtout de nous interroger sur, à l'issue du résultat, sur l'impact qu'auraient pu avoir ces décisions. Ah ouais, justement, on vous a entendu menacer, insinuer, laisser entendre que vous pourriez contester le résultat. Mais c'est notre droit. C'est un droit qui est ouvert. Mais c'est votre intention? Attendez, on attendra les résultats. Hein, mais c'est un droit. Hein. Personne ne peut nous contester le droit de dire, politiquement déjà, en quoi c'est les décisions qui ont été prises de manière unilatérale par l'État. En quoi ces décisions-là n'auraient pas impacté les choix. Alors de leur côté, les loyalistes disent qu'il y a une discrimination concernant l'inscription automatique sur la liste électorale. C'est pas un élément que vous prenez en compte, ça, pour dire mais ils ont de mauvaise ça s'équilibre finalement? Ils ont de mauvaise foi. Et pas vous? Non, mais attendez, on a pris des décisions ensemble. Hein? Sonia Baquez, Virginie Ruffnac, on a pris des décisions ensemble dans le bureau de Thierry Santa, quand il était président. Et on avait tous convenu qu'on le faisait pour le premier. Il est toujours président. Oui, quand il était président du Congrès. Hein? Et donc, on avait convenu ensemble, j'étais avec Rocco Mitterrand en ce moment-là. Donc, attendez, on ne peut pas nous nous traiter de mauvaise foi. Contester le résultat, ce serait une première... Enfin, le premier référendum s'est bien passé, tout le monde a accepté les résultats, dit qu'ils étaient incontestables, incontestés. C'est vraiment une intention que vous pourriez avoir en fonction de la manière dont ça se déroule? Non, mais je ne veux pas préjuger de la suite. Je dis simplement que quand on décide de changer les règles de jeu, hein, lorsqu'on est en train de jouer un match, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ce que j'ai dit simplement. Et donc on verra au résultat. Si l'arbitre a décidé de jouer le jeu en faveur de l'autre camp, on a un souci. L'Union calédonienne est allée jusqu'à demander le renvoi du haut-commissaire et même du général commandant les Fangs. Vous n'êtes pas vous avez jamais soutenu cette position? Non, mais je n'ai pas commenté les choix. Vous n'en faites pas une affaire de personne? Non, mais on a travaillé. On a travaillé avec le haut-commissaire. Alors sur le fond, maintenant, votre constat aujourd'hui, et je me réfère notamment donc à cette brochure que vous avez publiée, c'est que ces 30 dernières années, finalement, elles ont été bénéfiques, elles ont permis à la Calédonie de progresser. Vous faites un bilan satisfaisant des 30 années que vient de vivre la Nouvelle-Calédonie entre Matignon et Nouméa? Attendez, pour ceux qui connaissent la Nouvelle-Calédonie de 1985 ou 86, on ne peut pas faire un autre constat d'une évolution extraordinaire, d'un développement important de notre pays, et puis d'un épanouissement de la population de la Nouvelle-Calédonie, à partir de tout ce qui a été réalisé. Vous pouvez faire le tour de la Nouvelle-Calédonie aujourd'hui très facilement. Ce n'était pas le cas en 1988, donc on ne peut pas, comme ça, d'un seul coup, dire qu'il n'y a rien qui a été fait. Non. Nous avons beaucoup travaillé. Nous avons réalisé énormément de choses pour le bien de la population. Pour ce qui nous concerne, on a toujours indiqué qu'on voulait utiliser
les moindres parcelles de liberté et de pouvoir dont nous pouvions disposer pour préparer notre pays à l'accession à la pleine souveraineté. C'est cette orientation-là que nous avons toujours portée. Et je m'étonne que beaucoup s'offusquent aujourd'hui de ce que nous continuons à défendre à ce moment. Ce que nous disons simplement, c'est que nous restons logiques avec cet objectif que nous nous sommes fixés dans l'entreprise que nous avons décidé de mener ensemble, à la fois avec l'État, qui avait décidé d'inviter en 1988, qui a décidé d'inviter nos collègues loyalistes à la discussion. Vous parlez aussi dans ce document d'un nirvana illusoire et malsain, d'un modèle sociétal à bout de souffle et insoutenable, et d'un système créateur de nombreuses inégalités. Ça veut dire qu'en fait, au-delà du projet politique, au-delà du projet d'indépendance, vous proposez aussi un projet économique et social ? L'illusion, c'est... Qui serait complètement différent de ce qui existe aujourd'hui ? C'est l'illusion de ceux que continuent à entretenir nos collègues d'en face, c'est de ça que je parle. Parce que ce que je constate, tout simplement, c'est que nos collègues en face, c'était aussi une évolution dans le débat. Tout le monde parle du projet qu'on propose. Eux veulent qu'on reste au sein de la République. Mais qu'est-ce qu'ils proposent ? Qu'on continue à travailler au sein de la République pour sortir des difficultés que nous avons aujourd'hui. Parce que, entre nous, les loyalistes ont perdu pied, ont reculé sur un plan géographique déjà, sur l'ensemble du territoire de la Nouvelle-Calédonie, alors qu'ils ont la majorité depuis 1988. Ça veut dire sur un plan géographique aujourd'hui, il y a deux majorités, on l'a dit 1000 fois, deux provinces à large majorité indépendantiste et une province qui est la plus peuplée à large majorité non indépendantiste. Mais il ne peut pas nous reprocher d'avoir perdu pied. Non, mais je vous demandais ce que ça voulait dire, le recul géographique. Il y a toujours deux provinces indépendantistes, une qui ne l'est pas. Et ils ont la majorité au Congrès. Oui. Voilà. Il y a l'éveil océanien aujourd'hui qui fait la charnière. L'éveil océanien ne s'est pas prononcé pour l'indépendance, à ce que je sache. Ni contre. Ni contre. Mais son président a dit qu'il est contre l'indépendance. Mais que ça n'engageait pas son parti. Mais, donc, ce que je veux dire, moi, c'est que ce sont nos collègues d'en face qui ont la responsabilité. Donc, ils nous reprocheraient maintenant, aujourd'hui, d'avoir mal travaillé, eux. Mais si les gens ne les suivent plus, si les gens ne veulent plus les entendre, ou les entendent moins qu'avant, c'est pas de notre fait à nous. Non, mais ce que je vous demandais, c'est si vous avez un projet économique et social à proposer au-delà du projet politique. Ah ben oui, les grandes orientations sont ceux qui sont contenus dans ce livret. Ce que nous disons simplement, c'est que la Nouvelle-Calédonie d'aujourd'hui, elle a besoin d'une chose. Mais vraiment, et très sincèrement. Elle a besoin qu'on arrête de dire, comme j'ai entendu Nicolas Mesdorf dire au débat télévisé, que il faut que la France, il faut que la France, il faut que la France, il faut que la France. Parce qu'il n'y a que ça comme projet. Nicolas Mesdorf se paye même le luxe d'aller dire au nom des loyalistes que il faut que la France nous amène beaucoup plus d'argent que ça. Et il parle de dignité. Nous, ce qu'on dit simplement, on dit, posons les pieds, mais franchissons le cap. Et l'illusion sur lesquelles nous prononçons ici, c'est l'illusion de continuer à faire croire que il y a d'autres perspectives que celles de l'accession à la pleine souveraineté. Il n'y en a pas d'autres. Et donc on dit simplement franchissons le pas, reposons complètement. Il y en a forcément d'autres, sinon il n'y aurait pas de référendum, si c'était automatique. Oui, non mais attendez, on est en politique, le référendum c'est une modalité. Ce qu'on interroge chez nos vis-à-vis, c'est est-ce qu'il y a une autre voie possible ? Est-ce qu'il y a une autre voie lorsque vous voyez l'engouement populaire autour du oui ? On vous dira qu'il y a un engouement populaire autour du non. On va attendre les résultats. On va attendre les résultats du scrutin. Vous voyez un engouement populaire autour du bleu, blanc, rouge. On va attendre les résultats du scrutin. On verra, bien sûr. Mais attendez, les gens s'approprient ou ne s'approprient pas. Donc votre projet économique et social, c'est un projet de type socialiste ou est-ce que vous ne le définissez pas, vous ne le qualifiez pas Nous avons développé en Nouvelle-Calédonie, et nous sommes ceux qui avons le développé le plus loin possible, l'axe de l'économie mixte. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement que dans un petit pays comme le nôtre, il y a besoin que sur un grand domaine stratégique qui concerne la vie de la nation, il y ait un contrôle des pouvoirs publics. Et puis, il faut laisser l'investissement privé ou l'entrepreneuriat privé continuer à travailler, mais on ne peut pas, comme ce que disent nos collègues,
laisser le néolibéralisme ou le libéralisme pur et dur vivre de son plein gré parce que ça nous poserait trop de difficultés. Quand on voit la situation de Noravenir, qui est quand même le modèle de la société d'économie mixte, c'est quand même pas très concluant. On rappelle qu'elle est en procédure de sauvegarde pour l'instant. Je peux vous parler de Promosud aussi. Je suis membre du conseil d'administration de Promosud. C'est pas plus. Voilà, non mais donc est-ce que ce système est vraiment le bon? Attendez, le système d'économie. Au niveau de la Nouvelle-Calédonie. Oui, mais vous avez l'art d'interroger. Mais je vais vous dire, l'économie mixte, c'est ce qui a servi à la Nouvelle-Calédonie de faire les 30 dernières années. Vous ne pourrez pas me dire le contraire. De développer la Nouvelle-Calédonie telle qu'elle est. Et alors, les problèmes qu'elle rencontre aujourd'hui, à quoi vous les attribuez? Et c'est lié simplement à la situation économique que nous vivons. Il n'y a pas de tourisme. Pourquoi vous voulez que Noravenir s'en sorte quand tous ceux qui sortent, qui vont au nord, ce sont des gens qui viennent de Nouvelle-Calédonie? Le Covid, ça date du mois de mars. Non, je ne parle pas de ça. La situation de J'ai dirigé la Noravenir Nord pendant longtemps. Oui. Donc je sais de quoi je parle. Oui. Mais tous les hôtels du Nord sont en déficit depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Ouais. Mais j'ai envie de dire que les hôtels du Sud aussi. Qu'est-ce qui faisait gagner les hôtels du Sud? C'est la présence du casino. Personne ne vous dira le contraire. Oui, non mais oui. Oui, donc je vais dire, mais n'empêche que le système d'économie mixte, c'est celui qui a permis le développement de la Nouvelle-Calédonie. Donc il faut le poursuivre. Il faut le reviser. C'est ce qui est en train d'être fait. Pour voir, sur la base du développement de la Nouvelle-Calédonie que nous avons atteint, quelles sont les améliorations qu'il faut apporter. Mais il a toute sa place. Pourtant, vous le savez, s'il y a un point qui soulève le débat, et vous êtes interpellé souvent là-dessus, j'imagine, c'est le financement de votre projet. On vous demande régulièrement comment compenser les 175 milliards de la France. Vous vous dites qu'il n'y a pas de problème et que ce sera fait. Parce que c'est l'art en politique ici, c'est de prendre les choses par le bout de la lorgnette. Et le bout de la lorgnette, c'est les 155 milliards. Mais lorsque vous passez à un statut d'État indépendant, et c'est ce que nous disons, lorsque nous rentrons dans la période de transition, on veut reposer complètement la situation financière de toutes les collectivités de la Nouvelle-Calédonie. Parce que la participation de l'État aujourd'hui au financement des 150 milliards qui constituent les dépenses publiques globales, y compris les dépenses de l'État, avec les compétences régaliennes, et sont financés à 25% par le transfert de l'État, mais le reste, l'emprunt et les prélèvements obligatoires, c'est de la Nouvelle-Calédonie. Mais ce que nous disons, nous, c'est que lorsqu'on passe dans la période de transition, il faut qu'on revoie l'ensemble. Parce que il ne vous sera pas passé inaperçu que lorsque nous avons regardé, il n'y a pas très longtemps, en congrès de la Nouvelle-Calédonie, la situation consolidée des comptes de la Nouvelle-Calédonie. La situation consolidée des comptes de la Nouvelle-Calédonie, c'est les comptes de la Nouvelle-Calédonie plus ses établissements publics. Mais on s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit que les marges de manœuvre sont beaucoup plus importantes que ce qu'on ne pense. Mais si vous rajoutez les marges de manœuvre ou la situation des comptes des provinces et des collectivités, que sont les communes, on trouvera beaucoup plus de potentialité de financement. Dans le cadre actuel, c'est la base de ce qui existe que ce qu'on soupçonne. Alors pourquoi on ne les trouve pas aujourd'hui? Ça veut dire qu'il faudrait augmenter les prélèvements publics, il faut augmenter les impôts? Chacun travaille dans son coin. Et chacun regarde les finances, et c'est normal parce que le système, il est comme ça. Mais quand vous passez à un autre statut, qui est celui de l'indépendance, vous êtes un pays indépendant, vous devez regarder l'ensemble du système, comment il est financé. Et c'est ce que je suis en train de vous dire. Les 25% que représente l'État, c'est du financement externe, j'ai envie de dire. Et aujourd'hui, qui viennent par le biais qui nous sont donnés par l'État français, et j'ai envie de dire, c'est normal en plus. Mais l'Europe, on n'a pas épuisé le potentiel de financement que l'Europe a. Et lorsqu'on passe à l'indépendance, on passe du statut de PTOM à celui d'ACP, qui lie l'Europe à tous les pays d'Afrique, du Pacifique et des Caraïbes. Donc, on a je ne parle pas des autres potentialités, on vient à peine de commencer à travailler de façon bilatérale avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Vous avez deux accords qui existent dans le Pacifique, le PACER et le PICTA. Mais on n'y est pas, etc., etc., etc.
C'est ce que présente comme possibilité le oui. Le non. Non, il n'offre rien d'autre. En tout cas, moi, c'est pour ce qui me concerne. Je ne vois pas dans ce que disent mes collègues d'en face où est-ce qu'on va. Alors, l'autre particularité peut-être là, de l'UNI, c'est vous êtes partisan de liens nouveaux à définir dans le cadre d'un partenariat entre la France et le nouvel État. Ça, c'est un peu une différence par rapport aux autres composantes du FLNKS. Vous avez toujours dit indépendance avec partenariat. Mais il n'y a pas de différence. Hein. Les gens essayent de cultiver... Non, c'est pas pour cultiver les différences, c'est pour savoir, pour préciser les choses. Le oui, c'est l'accès à la pleine souveraineté. Point à la ligne. C'est ça que ça veut dire. Mais contrairement à ce que disent mes collègues d'en face, le 5 octobre, si le oui l'emporte, on n'a pas changé de nationalité. Hein. Pas le 5. Ben non, mais c'est ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils disent. Et c'est du mensonge, ça. Mais vous ne pouvez pas dire non plus qu'on va garder la nationalité française. Mais attendez, mais on n'est pas le 5 octobre en train de changer de nationalité. L'État l'a écrit lui-même. Donc on ne peut pas continuer comme ça à longueur de journée, dire que les financements de l'État, ils ne sont pas arrêtés le 5. Puisque la période de transition, l'État va continuer à assumer encore l'armée pendant la période de transition. C'est le jour de la proclamation de l'indépendance que nous proposons de le fixer aux environ 3 ans après. Mais ça, c'est l'État aussi, c'est la France qui le fixera. Mais le cas échéant, c'est pas vous. Vous dites 3 ans, mais vous savez pas ce que l'État vous répondrait. Ben oui, parce que l'État a refusé de discuter avec nous. Mais moi, ce que je conteste à mes collègues d'en face, c'est qu'ils se prétendent pour l'État. Eux. Mais ils ne sont pas l'État. Eux qui ont boycotté la parole du Premier ministre. Tout d'un coup, comme ça, ils seraient les porte-parole de l'État français. Mais non, mais attendez, on aura tout vu. Moi, je dis non, je suis pas d'accord. Mais ce que je veux dire simplement, c'est que après le oui, il y a une période de transition. Et c'est sur ça que nous appelons les Calédoniens à se mobiliser. Pour travailler ensemble la Constitution. C'est énorme. Mais c'est quelque chose qui peut être passionnant. Oui, parce que vous voulez faire de la démocratie participative pour écrire la Constitution. Hein. Mais vous avez déjà vu une Constitution qui ne s'écrit pas avec le peuple. Il n'y a pas de Constitution, sauf à faire des révolutions. Il n'y en a pas dans le monde de Constitution qui s'écrit dans un coin. Si vous voulez que les gens adhèrent à l'indépendance, il faut qu'ils participent à la constitution du nouvel État. Et c'est ce qu'on dit, c'est pas une histoire de démocratie participative. C'est une obligation lorsqu'on est responsable politique et qu'on a envie de faire accéder notre pays à l'indépendance. Donc on veut travailler cette constitution. On l'a écrit dans tous les sens. Alors tout le monde dit, ça y est. Alors je vois par exemple un autre qualificatif, mais qui est extraordinaire. On dit que notre projet est raciste. J'ai envie qu'on me montre où est-ce qu'il est raciste. On dit que vous avez tendance à privilégier une ethnie, en l'occurrence l'ethnie kanak, par rapport aux autres. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Notre culture a été dominée pendant très longtemps par la culture occidentale et on nous reprocherait aujourd'hui d'arriver et de demander une place. Et puis en plus, quand on dit qu'on veut que tout le monde prenne sa place, on continue à nous traiter de racistes. Non mais attendez, on a un souci là. C'est de la démagogie. Dites-moi dans le projet du FLNKS où est-ce que c'est raciste. Il faudra que vous me dites à un moment ou à un autre. Mais je ne vous ai pas traité de raciste, hein, moi. Non, mais l'un des problèmes qui est avancé, c'est celui du Sénat coutumier, qui semble être une assemblée qui prendrait de la place dans votre projet, et qui, par définition, le Sénat coutumier serait constitué essentiellement par des coutumiers kanak. Mais vous n'avez pas lu notre projet? Si. Mais c'est la Chambre des représentants. Vous m'interrogez, je vous dis ce qu'on dit. Vous êtes la porte-parole des autres, donc je vous le dis. Ah non, je ne suis pas la porte-parole. C'est la Chambre des représentants. Je vous interroge sur votre projet, parlez-moi de votre projet. Non mais attendez, c'est la Chambre des représentants. Dans laquelle vous mettrez toutes les ethnies. Mais c'est ce qui est marqué. Et vous comprenez que les gens aient des doutes? Non mais attendez. Vous croyez vraiment que c'est de la mauvaise foi que... C'est de la mauvaise foi. On sent que c'est de la mauvaise foi. On sent que c'est un sujet sur lequel vous revenez. Non, mais ce qui nous irrite, c'est la mauvaise foi. Manifestement, vous avez besoin de convaincre sur ce point-là. On sent bien que c'est une des questions. Ça et les finances, c'est les deux questions que les gens soulèvent beaucoup. Ce qui nous irrite, c'est la mauvaise foi des dirigeants qui sont en face de nous. Non, mais dire que notre projet est un projet en faveur d'une ethnie. Non, mais j'hallucine. Depuis 1988, on a travaillé ensemble pour s'entendre dire ça comme langage de campagne. Non, on ne peut pas accepter.
On ne peut pas accepter de tels propos. Et en plus, quand j'entends Philippe Blaise parler, je n'hésitais pas, parce que je suis malade, au congrès de la Nouvelle-Calédonie, comme il a parlé. Mais je me demande qui c'est qui est raciste. Hein. Bon, on va pas partir dans les accusations à droite et à gauche. Non, je dis ce que j'ai entendu, que j'ai vu. Lorsqu'il dit que le jeune qui a brûlé la case, là, il faut qu'il reste chez lui, là-haut, et pourquoi on ne lui a pas donné d'habitat social, là-haut? C'est pas du racisme, ça. Non, mais attendez. C'est un jugement social, j'imagine. Enfin, c'est une... Oui, mais de la part d'un responsable politique, ça devient grave. Bon, si le oui l'emporte le 4 octobre, vous avez tout est prêt, tout est écrit, tout est et vous donnez une période de transition de 3 ans. C'est à peu près ça. Vous savez, on a vécu des verres et des pas mûrs. Lorsqu'on a engagé les événements de 1984, on a engagé les événements de 88, eh bien, on a assumé ce qui est sorti des décisions que nous avons prises. On a assumé. Moi, j'étais aux négociations de 88. On a assumé, nous. Et on a assumé jusqu'au bout. Tout le monde a assumé. Oui, je veux dire oui. Oui, pour être gentil. Parce que beaucoup ont tiré aussi les freins à main de temps en temps. Bon, et si le non, comme c'est quand même encore vraisemblable pour ce deuxième référendum, si le non l'emporte, on voit dans les projets de vos partenaires d'en face, comme vous dites, chez les loyalistes et chez Calédonie Ensemble, la volonté d'éviter le troisième référendum pour se mettre autour d'une table tout de suite, discuter, trouver une solution ensemble. Est-ce que vous fermez la porte d'ores et déjà ou est-ce que ça vous paraît une hypothèse possible? Non, on est perplexe. Parce qu'on a voulu discuter avant 2018. Quand? Vous l'avez proposé, il y a eu des... Ça n'a jamais été formalisé de cette volonté de discussion. Vous avez dit très vite que vous vouliez des bilatérales avec l'État? Non, mais attendez. Ils s'appellent loyalistes. Une partie, oui. Ils s'appellent tous loyalistes. Et c'est eux qui n'ont pas voulu le groupe de dialogue qui a été proposé par le Premier ministre de la France, qui n'est pas un Premier ministre de gauche. Nous, on a joué le jeu jusqu'au bout. Mais c'était pas pour préparer l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. C'était un groupe de dialogue pour préparer le référendum. On arrête ce jeu-là. Et donc, ce que nous disons simplement, c'est que on fait le référendum. On verra le résultat. Mais discuter de quoi? La question est binaire. Et c'est important que je le dise. La question est binaire. Mais les deux projets n'ont pas les mêmes conséquences. Le projet de maintien au sein de la République, le statu quo pratiquement, c'est celui qui entretient la bipolarisation. Parce que comment on ferait croire que le droit à l'autodétermination, qui est celui qui est porté par toutes ces générations qui brandissent le drapeau de Kanaki, Nouvelle-Calédonie tous les jours, comment on voudrait faire croire qu'eux, à un moment donné, ils abandonneraient ça? Personne n'abandonne le droit à l'autodétermination. Oui, qu'on a ouvert, nous, à tout le monde. Oui, mais qui fait partie aujourd'hui. Oui. Personne ne l'a banni de son projet. Tout le monde dit... Ce qu'on veut dire, c'est que quand on est responsable politique, c'est aussi de dire quelle est l'évolution que la Nouvelle-Calédonie est en train de prendre. Imaginons, par exemple, que le oui progresse. Imaginons que le oui progresse seulement, parce que tout le monde dit qu'on va perdre. On verra, mais vous voudriez qu'on discute de quoi? D'autres, sinon l'indépendance. C'est ça le sens de l'histoire. Vous préférez aller à un troisième référendum? Bien sûr, nous l'avons voté, nous l'avons décidé. Et ne discuter qu'après si vous l'avez encore perdu, comme c'est prévu dans l'accord de Nouméa. Ce sera irréversible. Mais vous savez, le caractère irréversible qui est inscrit dans l'accord de Nouméa, il est doublé aujourd'hui d'une autre irréversibilité. C'est la dimension populaire que la question du oui a prise. Partout. Ça, on le verra le 4 octobre au soir. Je parle de la psychologie, là, déjà. Ah bah oui, mais... Ça fait partie, et c'est le dernier obstacle. Mais ça n'engage que vous, pour l'instant. Je dis ce que j'ai dit. Oui, tout à fait. Les gens, moi, je dis simplement qu'il ne pourra pas y avoir de retour en arrière. Et c'est de la fuite en avant. Dans l'émancipation de la Nouvelle-Calédonie, oui, mais dans son avenir, il est encore à décider. Mais vous voulez qu'on fasse quoi au sein de la République? Le projet que j'ai lu, que nous présentent les collègues de l'Avenir à Confiance, c'est un projet d'assimilation à nouveau.
parce qu'ils nous demandent de diluer ce que nous avons entrepris ensemble pour construire quelque chose qui nous est propre au sein de la République. C'est ni plus ni moins que ça. C'est un projet d'assimilation, comme au bon vieux temps. Et moi, je trouve regrettable. Et à un moment où l'identité française est interrogée sur ses fondations. Mais on croit rêver. Où la question de la diversité est posée partout. C'est ce qu'on dit, nous. C'est de la fuite en avant que vous nous proposez, la nouvelle. Non, mais je vous posais la question, est-ce que vous seriez prêt à des discussions? Bon, j'ai la réponse. Non, on discutera toujours, on discute toujours là-haut. Avec Pierre Faugier, etc., on a toujours discuté, on n'a pas de souci avec ça. Mais discuter de quoi? On parle d'un avenir apaisé, d'un avenir partagé, d'un avenir ensemble. Pour le moment, c'est le seul projet qu'il propose, c'est dialoguer, consensus. Mais attendez, à un moment, ça va. On discute de quoi? Bien. Quels sont les grands rendez-vous qui vous restent d'ici le 4 octobre? C'est bientôt maintenant. Alors, ce soir, on est à la fois. Certains camarades sont en ce moment sur Kouawa. D'autres sont à Pointe-Loin ce soir. Le dimanche, demain, nous avons nous avons Bouraï, nous avons Païta, nous avons les îles, en ce moment à Marais. Lundi. Ça vous a contrarié que la dynamique autochtone appelle à voter non? Ou c'est non, à votre avis, ça fait pas, ça renvoie à des questions locales. On n'est pas plus inquiet que ça, que ça joue. Un grand meeting de campagne avec tout le monde pour terminer? Le premier. Le premier, ce sera où? C'est au Koekara. On fait Koekara parce qu'on n'a pas réussi à avoir plus. C'est pas mal le Koekara. Oui, mais je constate que l'avenir en confiance n'a pas eu de problème pour avoir le stand. Ils s'y sont pris avant vous, peut-être? Moi, j'ai demandé la Reine du Sud. Et vous ne l'avez pas eu? Et je ne l'ai pas eu. Donc, meeting de clôture. Donc, je constate que le traitement est inégal. Décidément, tout le monde vous en veut, l'État, les autres. Ah non, mais je vous le dis tel quel. Non, mais d'accord. Donc, meeting de clôture le 1er octobre et ce sera au Koekara. Au Koekara, oui. Louis Mapou, merci d'accepter notre invitation ce midi. Je vous en prie, merci beaucoup. Magazine Transparence.